L'affaire d'aujourd'hui est celle de Natalie Bollinger, 19 ans. C'est une jeune femme qui vit à Broomfield, dans le Colorado, et elle est sur le point de terminer ses études secondaires pour entamer ensuite un cursus universitaire afin de devenir infirmière. Et c'est le 28 décembre 2017, peu après Noël, que Natalie disparaît. Elle a été vue ce jour-là vers midi pour la dernière fois. Et c'est le lendemain de cette disparition, vers 15h15, que son corps a été découvert par un passant dans une zone boisée près d'une ferme laitière dans le comté d'Adams. Elle a reçu une balle dans la tête et une douille de 9 mm a été retrouvée près de son corps. L'autopsie a également précisé qu'elle avait une quantité mortelle d'héroïne dans le sang. Et à la suite de ce meurtre, les soupçons se portent immédiatement sur un homme du nom de Shaun Schwartz, un sans-abri de 37 ans. Car 2 semaines avant sa disparition, le 13 décembre 2017, Natalie avait écrit un message sur Facebook et ce message fut son tout dernier post et il concernait donc ce fameux Shaun Schwartz. Salut à tous, j'ai une annonce publique, il y a un homme Shaun Schwartz. J'ai rencontré cet homme quand j'étais jeune, je l'ai rencontré par hasard il y a environ 2 ans. Pour faire court, je suis devenue amie avec lui, je l'ai aidé à faire des tours et d'autres choses. J'ai déménagé en Virginie et il a traversé le pays en voiture pour venir me voir. Il a dormi derrière mon travail pendant des semaines. Quand je lui ai dit que je ne voulais plus le voir, il m'a envoyé des centaines de textos et d'appels. Il a garé sa voiture devant ma maison, bloquant alors l'autoroute militaire pendant des heures en klaxonnant. Il a été arrêté. Depuis, je lui ai demandé de me laisser tranquille et il ne veut pas. Il m'a envoyé des emails pendant plus d'1 an, presque tous les jours pour me harceler, faisant de nombreux comptes jusqu'à ce que je le bloque à nouveau. Il menace ma famille, me dit qu'il va se tuer devant moi et envoie à mes amis et à ma famille des messages de harcèlement également. Je partage cela parce qu'il publie des calomnies sur moi sur tout Facebook, donc si vous recevez un message, je suis sincèrement désolée. S'il vous plaît, ignorez-le. Cela ne fait que l'encourager lorsqu'il reçoit une réponse, un peu comme un enfant. Il est mentalement malade et j'essaie de réparer cela. Donc depuis 2 ans, Natalie était harcelée par cet homme et cet homme souffre du syndrome d'Asperger. Elle l'a rencontré alors qu'il était sans abri et il serait tombé lui amoureux d'elle. Elle s'était en fait simplement montrée gentille avec lui, elle l'avait aidé, elle lui avait apporté son soutien et ils ont fini par se lier d'amitié. Shaun lui était très content forcément que quelqu'un l'aide, lui parle, passe du temps avec, lui montre de l'attention. Mais ça s'est terminé en obsession pour Natalie. Et dans son post, elle déclare donc qu'il a été jusqu'à la suivre en Virginie lorsqu'elle a déménagé, qu'il dormait derrière son immeuble de travail, il bombardait aussi son téléphone de SMS, d'emails et d'appels, il menaçait aussi sa famille et il créait aussi de faux profils sur Facebook afin de la suivre. Bref, c'était devenu grave. Et Natalie, suite à ça, elle a alors demandé une ordonnance restrictive contre lui qui lui a été accordée en décembre, seulement quelques jours avant sa disparition. Donc forcément, les soupçons se sont immédiatement portés sur lui. Et surtout que quand on voit sa page Facebook ainsi que sa chaîne YouTube, on voit qu'il publiait régulièrement des posts sur Natalie avant et après son meurtre. Donc on peut voir des photos d'elle, il y a aussi des messages visés. Il y a aussi un croquis, un dessin qu'il a fait d'elle. Et à la suite du meurtre, il a donc régulièrement publié aussi des messages et des vidéos sur les réseaux sociaux, des messages où il se défendait, où il clamait son innocence. Il a publié aussi les mises à jour de l'affaire. En tout cas, quand on voit son profil, on peut quand même comprendre la crainte de Natalie. Dans une de ses vidéos, par exemple visant Natalie, comme celle-ci, il utilise un langage vulgaire en parlant d'elle comme une femme coquine et jolie. Bon, il a un drôle de comportement, il se présente quand même comme quelqu'un avec une personnalité assez dérangée. Parfois, il lui adressait des messages sympathiques, où il disait qu'elle était gentille avec lui, et parfois, tout le contraire, il publiait des messages virulents, où il avait la rage contre elle, des messages menaçants et insultants.
Et Sean, c'est aussi quelqu'un de paranoïaque. Il avait déjà déclaré se sentir parfois en danger, en insécurité, qu'il se sentait carrément ciblé. Et il a ensuite commencé à publier ses tendances suicidaires sur Facebook. La police, à la suite de ça, est alors allée le voir chez lui car elle avait des craintes sur ses fameuses menaces suicidaires. Et à la suite de ça, les agents l'ont alors convaincu de l'emmener à l'hôpital. Et c'est une fois à l'hôpital qu'il a résisté, il a fait une crise d'angoisse, il s'est montré peu coopératif, il s'est mis à crier, à mordre, à donner des coups de pied au personnel de l'hôpital et aussi aux policiers. Donc il a un comportement inquiétant. Pour autant, une femme du nom de Megan Nicole, qui connaissait à la fois Nathalie et aussi Sean, a déclaré que Nathalie traînait souvent avec des sans-abri, dont Sean, mais qu'elle ne pensait pas que celui-ci soit capable de tuer. Et elle a déclaré que depuis l'âge de 14 ans, Nathalie fréquentait les sans-abri, allant parfois jusqu'à dormir avec eux. Sean lui a ensuite affirmé avoir donné son ordinateur aux enquêteurs et aussi des échantillons d'ADN afin de se faire disculper en tant que suspect potentiel. Bon, hormis son harcèlement, hormis son obsession, son drôle de comportement sur les réseaux et aussi l'ordonnance d'éloignement, son casier judiciaire est presque vierge, à l'exception d'une arrestation pour vol, et aussi il n'y a aucun élément pour le relier au meurtre et la police ne le pense absolument pas coupable malgré son attitude et surtout les enquêteurs ont découvert qu'il n'était pas dans le même état que Nathalie au moment de sa mort. Donc, il n'a jamais été arrêté ni inculpé en lien avec le meurtre de Nathalie Bollinger. Pour autant, certains se demandent encore s'il est quand même impliqué d'une manière ou d'une autre dans cette affaire. Peut-être a-t-il engagé un tueur à gages pour la tuer. En tout cas, à ce stade, la police l'a libéré en tant que suspect et s'est tournée vers une autre personne d'intérêt. En fait, une inspection des relevés téléphoniques de Nathalie et de son utilisation d'Internet ont révélé qu'elle discutait avec un autre homme. Cet homme, c'est Joseph Michael Lopez, il a 23 ans et il est livreur de pizza. Et il se trouve que l'arme qui a tué Nathalie, ainsi que son sac à main, ont été retrouvés dans sa voiture. Et quand la police l'a interpellé, écoutez bien, il leur a dit qu'il était à peu près sûr qu'ils savaient pourquoi ils étaient là et qu'il était sûr que cela avait à voir avec la fille à qui il avait parlé sur Craigslist. Il savait donc que la police était là à propos du meurtre de Nathalie. Et cette affaire est devenue encore plus étrange dès le moment où la police l'a interrogé. Ses confessions sont surprenantes. Alors Joseph Lopez a effectivement déclaré avoir tué Nathalie, mais il a déclaré que c'était elle qui lui avait demandé. En fait, apparemment, Nathalie avait mis une annonce sur un site internet, donc le site Craigslist. C'est un site web de petites annonces. Et le 28 décembre 2017, elle a mis une annonce dans la section Femmes à la recherche d'hommes avec le titre « Je veux mettre un contrat sur moi ». Et donc, l'intérieur de l'annonce indiquait que Nathalie cherchait un tueur à gages pour mettre fin à ses jours à sa place, car elle n'avait pas le courage de le faire elle-même. Et Joseph, lui, aurait simplement répondu à cette annonce et il a accepté de le faire pour une somme d'argent dont nous n'avons pas connaissance. En tout cas, après avoir vu cette annonce, il a déclaré avoir d'abord envoyé un message à Nathalie par curiosité et dans ce message, il s'est en fait fait passer pour un tueur à gages expérimenté. Puis après avoir échangé des centaines de messages entre eux sur les détails, ils ont décidé de se rencontrer plusieurs heures plus tard, donc dans la même journée de la mise en ligne de l'annonce, soit le 28 décembre 2017. Joseph est alors venu la chercher chez elle après son travail à la pizzeria. Et ils ont roulé longuement afin de trouver un endroit où ils pourraient la tuer. Sur la route, ils ont parlé du paiement, mais aussi de la manière dont elle souhaitait être tuée, c'est-à-dire qu'elle souhaitait être tuée par derrière avec son arme, qu'elle avait d'ailleurs pris soin d'apporter avec elle. Puis toujours selon ses déclarations, Joseph a dit qu'il n'avait finalement pas réussi à trouver d'endroit où le faire et qu'il l'a alors simplement reconduite chez elle. Et pour appuyer davantage son récit, il a dit que Nathalie lui a expliqué vouloir mettre fin à ses jours car elle avait des problèmes avec son petit ami et que c'était simplement devenu trop lourd. Sauf que le problème avec ce récit, c'est que son téléphone a borné sur le lieu du meurtre. Donc la fin de son histoire ne coïncide pas vraiment. Et à la suite de cela, il a donc raconté une seconde version. Il a maintenu toute son histoire, sauf la fin du coup.
Il a déclaré que quand ils sont partis en repérage d'un endroit où la tuer, ils ont trouvé un endroit près d'une ferme laitière et qu'une fois à cet endroit, elle est sortie de la voiture et s'est elle-même tiré une balle dans la tête avec son arme. Donc en fin de compte, elle se serait finalement suicidée elle-même. Joseph raconte ensuite qu'il a quitté les lieux et n'a pas signalé ce fait à la police. Mais le problème avec ce nouveau récit, c'est la trajectoire de la balle qui n'est pas compatible avec un suicide. Donc en fait, elle n'aurait jamais pu le faire elle-même, c'est bien quelqu'un qui l'a tuée. Donc Joseph a de nouveau changé son histoire. Donc il a toujours maintenu le début de l'histoire, mais a déclaré cette fois aux enquêteurs qu'il avait envoyé un message à Nathalie dans l'espoir de la convaincre de ne pas se suicider. Pour autant, il est quand même allé la chercher, ils sont quand même partis chercher un endroit où le faire, mais lui avait toujours en fait espoir malgré tout qu'à ce moment-là, elle change d'avis. Mais sur la route, il n'a pas réussi à la convaincre, elle aurait insisté pour qu'il la tue, alors ils se sont garés et ils ont marché un peu jusqu'à une zone boisée. Il a donc accepté de la tuer, toujours avec l'arme de Nathalie qu'elle avait apportée avec elle. Et il a déclaré qu'avant de la tuer, ils s'étaient agenouillés, avaient prié ensemble, puis ensuite ils s'étaient levés et avaient tiré sur elle à l'arrière de la tête. Et il a déclaré qu'il tremblait, que c'était incontrôlable et que quand il a tiré, il a fermé les yeux, qu'il n'a pas réussi à la regarder. Et ensuite, il est reparti avec le sac à main et le pistolet de Nathalie et il a donc laissé son corps là où il a été retrouvé donc le lendemain. Et son récit, cette fois, corrobore avec les preuves. Il est donc le tueur. Et pour la police, même si Nathalie souhaitait se tuer en faisant appel à quelqu'un, il s'agit là malgré tout d'un meurtre. Quand il a vu l'annonce, il aurait dû appeler les urgences pour l'aider, mais au lieu de ça, il y a répondu. Donc, Joseph Lopez a été arrêté le 8 février 2018 sur son lieu de travail et a été accusé de meurtre au premier degré. Cependant, il a eu le droit à un accord de plaidoyer, donc c'est-à-dire un accord entre l'accusé et le tribunal. L'accord est le suivant. Donc, au lieu de l'accuser pour meurtre au premier degré, le tribunal l'a accusé de meurtre au deuxième degré et en échange, lui, il a plaidé coupable du meurtre. Cet accord lui était en fait favorable car la peine maximale pour un meurtre au deuxième degré est de 48 ans de prison, alors qu'une accusation pour meurtre au premier degré est passible d'une peine minimale d'emprisonnement à perpétuité et d'une peine maximale d'exécution de peine de mort. Et la famille de Nathalie était forcément bien entendu mécontente que cet accord lui soit proposé. Malgré tout, en décembre 2018, lors de son procès, il a donc été condamné à 48 ans de prison et s'il purge la totalité de sa peine, il sera libéré à l'âge de 71 ans. Donc c'en est terminé pour cette affaire. Aujourd'hui, même si elle paraît résolue, il reste encore des questions sans réponse. Certains ont toujours des doutes en fait. Car déjà, il n'y a jamais eu de preuve que cette fameuse annonce ait réellement existé. Si elle a été inventée, alors on ne sait pas comment Joseph et Nathalie se sont rencontrés. On ne sait pas pourquoi il y avait tant d'héroïne dans son organisme. Même si on a appris plus tard que Nathalie avait des antécédents de consommation d'héroïne et de méthamphétamine. Mais il reste malgré tout évident que Joseph Lopez est l'assassin. On l'a placé sur les lieux du crime et il a rapidement avoué. Mais on se demande malgré tout si son histoire est complètement exacte. Même si elle avait une arme sur elle, même si elle avait des tendances suicidaires, l'histoire de Joseph peut-elle être fausse? L'a-t-il simplement sauvagement tué, peut-être par envie ou par plaisir? Car en fait, au cours d'un entretien avec la police, il a déclaré aux enquêteurs qu'au lycée, il tenait un journal dans lequel il écrivait des histoires d'enlèvement, des histoires de torture, de fin de vie. Donc, a-t-il voulu mettre en application l'une de ces histoires? Peut-être qu'elle n'a plus voulu se tuer, mais que lui l'a malgré tout abattu. Donc, a-t-il inventé cette histoire pour atténuer son acte envers la police? Bon, cette hypothèse semble quand même un peu farfelue au vu des preuves, mais la police a, elle, toujours des doutes sur la véracité de son histoire. Et concernant maintenant Sean Schwartz, eh bien aujourd'hui, lui, il partage toujours des vidéos sur les réseaux et il a déclaré une toute autre version sur sa rencontre et son histoire avec Nathalie. En fait, lui, il clame toujours son innocence et il a déclaré ne jamais l'avoir harcelée, mais que c'était plutôt le contraire. Et il a déclaré que durant 6 mois, elle l'avait menacé de demander une ordonnance restrictive contre lui et que lui, depuis plus de 6 mois, essayait en parallèle d'obtenir de l'aide contre son harcèlement.
Il a déclaré qu'en Virginie, il s'était beaucoup amusé, qu'il lui avait tenu la main une fois, mais que c'était tout, qu'il n'y a jamais eu de relation sexuelle, qu'ils étaient simplement amis. Il a dit aussi que s'il s'était rendu en Virginie, ce n'était pas pour la suivre, mais bien parce que Nathalie lui avait dit qu'elle voulait se suicider et que 24 heures plus tard, elle avait eu un accident de voiture. Donc, Sean confirme ici ses tendances suicidaires. Et les enquêteurs ont d'ailleurs affirmé que plusieurs personnes qui connaissaient Nathalie avaient aussi déclaré qu'elle avait effectivement exprimé des pensées suicidaires dans le passé. D'autres, par contre, comme ses deux grands-mères, ont dit qu'elle n'aurait jamais mis fin à ses jours car elle était excitée par l'avenir, car elle avait obtenu une bourse pour l'université et qu'elle avait hâte de devenir infirmière. Concernant maintenant le petit ami de Nathalie, c'est lui qui a signalé sa disparition à la police et il leur a déclaré que son pistolet 9 mm avait disparu, ce même pistolet qui a servi à tuer Nathalie. Alors merci d'avoir suivi cette histoire, n'hésitez pas à laisser vos avis sur cette affaire en commentaire, prenez bien soin de vous et je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo.